Comment conjuguer politique, citoyenneté et développement au Togo? En tout cas, ce sont ces trois choses que promeut le mouvement citoyen Winiga. On va essayer de mieux comprendre cela avec notre invité du jour, le professeur Perkouma Wala. Bonsoir, professeur Wala. Bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de New World TV. Merci à vous d'être notre invité. J'ai envie de vous demander d'entrée de jeu, mouvement citoyen Winiga, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire Winiga? Winiga, c'est dans une langue locale, le Naoudum, que les gens appellent communément l'Osso. Oui. En fait, c'est la langue Naoudum, qui signifie lumière. Ou si on veut encore ajouter l'éveil. C'est une aventure qui est partie des discussions entre jeunes en 2016, où nous passions en revue un peu le comportement des Togolais, du sommet jusqu'aux citoyens lambda. Et on arrivait à cette conclusion plus ou moins collective, c'est que les Togolais sont de plus en plus apparemment désintéressés par la chose politique, par la chose publique. Et le civisme est en train complètement d'abandonner notre pays. Et nous nous sommes dit quel pouvait être l'apport de nous en tant que jeunes, même si nous ne sommes pas jeunes comme le définissent certains organismes. Mais de notre génération, nous avons dit qu'il était bien que nous mettions en place une structure qui va travailler beaucoup plus sur la promotion de la citoyenneté, la promotion de l'engagement politique sur des convictions, pas sur du suivisme comme ce qu'on observe un peu ça et là. Et ensuite, la promotion des valeurs républicaines, parce qu'on s'est rendu compte que le Togolais est en train de perdre peu à peu l'image qu'il reflétait quand on parlait du Togolais à l'extérieur. C'est vrai que l'image reste, mais elle est en train de s'effriter et nous risquons de perdre cette image-là. Donc nous sommes convenus de mettre en place une structure. Et quelle était la forme que cette structure devait prendre? Nous avons pensé à un mouvement citoyen, et il fallait lui trouver un nom. Bon, on s'est dit, nous, notre approche, c'est beaucoup plus l'éducation, l'éveil, la sensibilisation, le suivi des politiques publiques et un peu la reddition des comptes, etc. Quel est le nom qui peut mieux refléter notre engagement? On a pensé lumière, mais lumière c'est en français. On voulait contextualiser par rapport à nos racines d'Africains. Nous avons pensé à plusieurs noms dans d'autres dialectes de chez nous, dans d'autres langues de chez nous. On avait retenu Kekeli, mais en faisant des recoupements, des recherches, on s'est rendu compte qu'il y avait déjà une structure, une organisation qui s'appelait Kekeli. Donc on a dû prendre le Naoudum Winiga, qui sonnait très, très bien aussi. Et donc c'est comme ça que Winiga est né en octobre 2016. Winiga né en octobre 2016, mais on connaît un professeur Perkouma Wala. Votre parcours, vous êtes, en tout cas, je suis Baudor, vous êtes un homme politique. On vous a connu à l'Alliance des démocrates pour le développement intégral. Est-ce que tout cela, vous conjuguez ça au passé désormais? Mon engagement au sein de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral a été interrompu. J'ai mis fin à cet engagement en démissionnant de mon parti politique en août dernier, après 6 ans d'engagement. Vous savez, j'étais actif dans la société civile avant d'aller en politique en 2014, en adhérant au parti ADI, où nous avons connu des hauts et des bas aussi. Mais après une analyse de ma contribution réelle pour impacter le changement dans notre pays, j'ai fait le bilan des 6 ans d'engagement politique au cœur d'un parti politique. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de travail à faire sur la société elle-même, avant véritablement que l'impact ne vienne au niveau politique ou au niveau politicien, pour le dire ainsi. Parce qu'au niveau politicien, c'est beaucoup plus des batailles de camps, des batailles arrangées de camps, avec tous les choix stratégiques qui peuvent être bons ou mauvais. Et vous savez, quand un choix stratégique est mauvais et que vous tentez de vous y opposer ou de donner une autre orientation, parfois vous êtes incompris.
Et toute cette analyse, toutes ces postures-là m'ont amené à me demander concrètement quelle est la valeur ajoutée de mon engagement politicien si, au moment où on semble avoir le déclic pour susciter un véritable changement global et général dans notre pays, il y a toujours des choix stratégiques qui viennent complètement faire écrouler tout le progrès, tout le chemin parcouru. Et donc, à un moment, j'en avais assez de ces pratiques politiciennes, de ces choix, parfois, je ne dirais pas, oui, erronés, de ces choix erronés. Et donc, je peux donner un exemple. J'étais sur le plateau de New World TV, je pense que ça devait être en août 2018, août et septembre 2018. Où moi je défendais qu'il fallait que les Togolais se fassent recenser pour préparer les législatives. Je défendais qu'il fallait que la C14 prenne les 7 sièges à la CENI, quitte à continuer à se battre pour le 8e siège. Mais à ma grande surprise, après que j'ai fini l'émission, j'apprends que la C14 a décidé de boycotter le recensement. Mais j'ai dit, mais attendez, il y a quelque chose qui ne va pas là, parce que on ne peut pas comprendre que à la veille, jusqu'à ce que je vienne sur un plateau de télé en tant que secrétaire général d'un parti, que je vienne appeler les militants et les sympathisants à aller s'inscrire, alors qu'il y avait une décision contraire qui se prenait quelque part. Et là, bon, il y a de ces exemples que je peux multiplier, qui m'ont amené à dire on peut aider le peuple togolais autrement. Sans véritablement être membre d'un parti politique. Il y a aujourd'hui en vous de la déception vis-à-vis de la chose politique? Beaucoup de déception, beaucoup de découragement. Vous savez, nous, on a observé la situation politique de notre pays tout jeune, très très jeune. Je me rappelle, en 90-91, on avait 15-16 ans, on était en 3e. Et c'était pour nous, vous voyez, c'est l'âge un peu de l'adolescence. Donc c'était pour nous quelque chose qui arrivait, nous qui étions habitués par les accueils à l'aéroport de Niamtougou, les ovations, les acclamations au président. On était quand même surpris de se rendre compte qu'en fait, il y avait des choses qui se disaient sur la manière dont le pays était géré et tout ça. Et ça a créé de la curiosité et suscité véritablement une certaine attraction de la chose politique. Et nous avons suivi l'évolution politique de 90 jusqu'à ce jour. Et je peux vous garantir qu'il y a beaucoup de déceptions et beaucoup de démotivations. Et beaucoup aussi, vous savez, quand vous êtes engagé, on dit généralement qu'une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Quand vous êtes engagé, vous tentez de faire venir vos amis, vos collègues, vos camarades ou des personnes ressources que vous rencontrez par-ci et par-là. Et quand vous discutez avec certaines personnes, vous vous rendez compte qu'il y a une forte démotivation et une forte déception de l'engagement, je vais le dire comme ça, de l'engagement des cadres sur la scène politique. Sur la scène politique. Parce qu'à un moment, quand vous refotographiez par rapport aux choix stratégiques qui sont faits dans vos sphères politiques, parfois vous vous demandez, mais est-ce que nous proposons mieux que ce que nous combattons? Il faut le dire, pour être libre et dégagé, moi je préfère le dire ainsi. Et j'ai toujours dit, moi, je ne me suis pas engagé en politique pour faire changer un dictateur par un autre dictateur. Pour faire changer une navigation à vue par une autre navigation à vue. Nous ne pouvons pas critiquer le régime en place en l'accusant de compiler, de rempiler des erreurs de gouvernance, en l'accusant d'être dans le conjoncturel au lieu de nous projeter dans le structurel. Et se rendre compte que ceux avec qui on se bat pour échanger, ceux qui sont au pouvoir, sont aussi dans le conjoncturel tout le temps. Parfois, vous vous demandez, mais c'est quoi ces choix? Est-ce que véritablement on est surpris? On a l'impression qu'on est surpris, mais alors qu'on ne doit pas être surpris. Quand la crise a éclaté en 2017, avec des camarades, nous avons élaboré ce que nous avons appelé l'analyse stratégique. Et on avait dégagé 3 scénarios. Le meilleur, le moyen et le pire. Avec les facteurs pour chaque scénario.
Et nous avions dit aux gens, si vous ne faites pas attention et qu'on va au scénario le pire, c'est que vous allez perdre beaucoup de militants, il y aura de la déception, de la démotivation. Le champ politique sera mort pendant un certain temps. L'histoire semble nous donner raison, malheureusement. Mais bon, c'est le peuple qui en pâtit parce que ce peuple, notre peuple, le peuple togolais, a beaucoup donné. En présentant tout à l'heure, au niveau de l'introduction, le mouvement Winiga, vous avez dit que, en tout cas, au niveau de la politique, un certain nombre de choses auxquelles vous attendez des citoyens, on ne peut pas l'obtenir s'il n'y a pas un minimum de citoyenneté, s'il n'y a pas un minimum d'engagement, en tout cas de patriotisme. Finalement, j'ai envie de vous demander, le mouvement Winiga, comment vous comptez travailler aujourd'hui? Est-ce que vous avez un modus operandi? Bien sûr que nous avons un modus operandi. Vous savez, le mouvement Winiga, nous avons vraiment mûri la réflexion avant de le lancer. Malheureusement aussi, les contingences de 2017, 2018 jusqu'à 2020 ont entaché un peu l'activité au sein du mouvement. Ce n'était pas moi qui étais coordonnateur, il y avait un autre coordonnateur. C'est à l'issue de l'Assemblée générale qui a eu lieu le samedi surpassé, que j'ai été porté à la tête de ce mouvement. En effet, nous avons un certain nombre d'actions à faire. D'abord, nos champs d'intervention. Nos champs d'intervention, c'est beaucoup plus la citoyenneté et les politiques publiques. Nous voulons faire marier ces deux domaines. Pourquoi? La citoyenneté regroupe tous les éléments de comportement d'un habitant dans une cité. Ses droits, ses devoirs, ses activités, etc. Le respect qu'il doit à la chose publique, au symbole de la République, au symbole de tel ou au texte, aux lois. Ça, tous ces éléments-là regroupés forment ce qu'on appelle la citoyenneté. Alors, qu'est-ce que nous avons constaté dans notre pays? Nous avons constaté que nos parents, nos compatriotes, beaucoup ne comprennent pas ce qui se passe dans le jeu, dans la sphère politique. Il y a des engagements beaucoup plus parfois par affinité ethnique ou régionaliste, ou par affinité, je pourrais dire, de classe sociale, ou par affinité de génération. Donc, on s'est demandé, mais est-ce que les citoyens choisissent leur camp politique ou même élisent leurs représentants sur la base de quelque chose qui doit construire, restructurer la société? On s'est rendu compte que non. Tout simplement parce que vous allez en campagne électorale, par exemple, vous observez, vous vous rendez compte que vous pouvez faire tous les beaux discours ou tous les beaux programmes ficelés, mis sur papier et tout, ça n'intéresse pas les gens. Les gens sont plus intéressés par celui qui va arriver, peut-être leur donner 1000 francs ou un t-shirt. Et parfois, on s'amusait à dire à certains parents, mais est-ce que vous savez que votre t-shirt et peut-être même les 1000 francs, là, ça veut dire que vous êtes vendu à ça pour 5 ans. Il dit non, que c'est pas ça. Eux, ils sont allés voter, en quoi ça les concerne? Les citoyens oublient qu'en réalité, celui que pour qui vous avez voté, celui que vous désignez pour vous représenter, c'est lui qui va gérer votre grenier national. Les citoyens te demandent, mais quel grenier national? L'argent du pays, c'est l'argent du gouvernement. Donc, il faut du temps pour faire comprendre aux citoyens que l'argent, le grenier national que nous appelons le trésor, où on puise de l'argent pour gérer, faire les investissements dans les infrastructures, payer les fonctionnaires, tout ça, là, ça vient des richesses du pays. Et dans ces richesses du pays, il y a les richesses qui nous appartiennent à tous, qui sont dans le sous-sol, qui sont sur nos sols. Et il y a maintenant les impôts que nous payons, les taxes que nous payons. Mais le citoyen lambda ne comprend pas qu'il paye des taxes. Parce que pour lui, comme on ne vient pas lui demander des taxes directement, il pense qu'il est exempté des taxes. Et il faut lui expliquer que le morceau de sucre, la boîte de tomates, la chemise qu'il achète, même dans Abloni, ce que nous appelons Abloni, il y a une taxe dessus, il y a quelques francs qui sont dessus. Donc, ça veut dire qu'il contribue à la mobilisation des ressources. Mais maintenant,
en contribuant à la mobilisation des ressources, il doit pouvoir regarder pour voir comment c'est géré. Donc, dans ce sillage, c'est beaucoup plus de la sensibilisation et de la formation. Tout simplement, pourquoi de la sensibilisation et de la formation? Parce qu'on s'est rendu compte aussi que l'activité politique, je ne parle pas de politicienne et politique, elle est plus intense pendant les périodes électorales. Et dès que ces périodes passent, ça se tasse. Il n'y a rien. C'est-à-dire que les citoyens vivent comme d'habitude et on attend encore le prochain balai électoral pour encore aller tambouriner. Donc nous, on pense qu'il faut un travail continu de sensibilisation, d'éveil et de conscientisation. Ensuite, il faut de la formation. Il faut de la formation. Et la formation, toujours sur la citoyenneté, pour construire des citoyens qui répondent à des normes. Parce que vous avez dans nos textes, quand vous prenez nos symboles, le drapeau togolais, vous prenez les armoiries de la République, vous prenez notre hymne national, vous prenez notre constitution, ne serait-ce que ces principes, ces symboles fondamentaux, là, ces quatre-là, ont en eux ce que doit être le Togolais modèle. C'est-à-dire que chaque Togolais devait refléter ce que disent ces différents symboles. Mais quand vous regardez dans nos comportements, parfois vous vous demandez, mais est-ce que nous nous approprions véritablement ces différentes valeurs qui sont contenues dans ces symboles-là? Donc il faut aller à la formation du citoyen sur ces valeurs-là et surtout travailler sur 3 leaderships, sur l'émergence de 3 types de leadership. Bon, quand on le dit ainsi, les gens vont dire qu'il y a déjà des leaders. Mais bon, les leaders proclamés ou les leaders de fait, c'est une bonne chose. Mais des leaders formés depuis qui émergent avec des valeurs et des visions, c'est encore mieux pour nos sociétés, pour nos jeunes sociétés, nos jeunes États qui se cherchent dans le processus de démocratisation. Et donc, nous voulons travailler sur le leadership politique, le leadership social et le leadership économique. Si vous analysez la vie sociopolitique de notre pays depuis 30 ans, vous allez voir qu'on a beaucoup plus gongonné sur le plan politique. Le social et l'économique ont été plus ou moins relégués au dernier plan. Les gens pensent, à tort bien sûr, les gens pensent à tort que c'est quand ils seront au pouvoir que s'ils vont changer les choses. Il faut qu'on se détrompe. Il faut qu'on ne commence pas à penser à un changement qui inclut tout le monde, à un changement qui impacte tout le monde. Les gens pensent que c'est quand on sera peut-être au pouvoir ou quand on aura réussi à chasser ceux qui sont là qu'on pourra trouver du travail. Je le dis ainsi, beaucoup ont pensé ainsi, qu'on trouvera du travail. Ça, c'est le leadership social, ça. C'est grave. C'est grave, tout simplement parce que les gens préfèrent s'abstenir peut-être même de faire leur propre promotion sociale en pensant qu'ils font du mal à quelqu'un. C'est vrai que ça rentre dans certains choix de lutte. Quand vous lisez, par exemple, certains modèles de lutte, il y a ce qu'on appelle la non-coopération. Mais la non-coopération ne veut pas non plus dire qu'il ne faut pas se bâtir une carrure sociale. Il faut se bâtir une carrure sociale et pouvoir répondre, et pouvoir analyser même ce que notre adversaire ou l'adversaire politique fait comme action. Et vous avez le leadership économique. Quand vous analysez notre pays, vous vous rendez compte que le leadership politique a écrasé tout. Pour être riche, il faut être affilié plus ou moins au parti au pouvoir. Ce n'est pas normal. On ne voit pas des gens riches, des Togolais riches comme les Dangote, le Burkinabé, comment il s'appelle son nom m'échappe, le mania des routes. Kanazoe. Voilà. Au Nigeria, vous avez Emelulu. Donc, au Ghana, vous avez des riches. En Côte d'Ivoire, vous avez un leadership économique qui participe à attirer la société. Dans notre pays, c'est tel que tous ceux qui sont riches, qui sont plus ou moins, quand on dit qu'ils sont riches, viennent du parti au pouvoir. On ne peut pas faire la politique et s'enrichir, c'est pas possible. Et quand vous analysez tout ça, là, vous vous rendez compte qu'on enseigne à nos enfants, on enseigne aux jeunes que pour être riche, il faut aller en politique et où il faut aller dans le parti au pouvoir. Donc il y a un réel problème. Comment voulez-vous, avec cette posture-là, pouvoir dire aux jeunes que non, pour être riche, il faut être entrepreneur? Quand le jeune sait que vous n'avez aucune entreprise,
Mais vous êtes riche tout simplement parce que vous militez dans un parti au pouvoir. Donc, vous voyez, il faut qu'on travaille sur ces trois leaderships pour amener le Togolais à ce qu'il était avant. C'est vrai qu'avant, on était sous le régime du parti unique, mais il y avait certaines valeurs en dehors beaucoup des écarts de gouvernance qui étaient beaucoup plus rudes et militaires. Aujourd'hui, elle n'est pas rude et militaire, mais on voit aussi que la gouvernance est liberticide. Quand vous analysez les différents textes qui ont été pris ces derniers temps, vous regardez les crimes impunis, les crimes économiques, les crimes, même parfois les crimes, les homicides impunis, etc. Vous vous rendez compte qu'il y a un réel problème. Il y a un réel problème. Et en travaillant sur ces trois leaderships, nous pensons que nous pouvons apporter quelque chose à l'édification du citoyen togolais. Et donc, le deuxième domaine sur lequel nous travaillons, c'est l'analyse et le suivi des politiques publiques. C'est un parent pauvre. C'est un parent pauvre parce que quand on dit SCAP, tout le monde claironne SCAP. Le jour où on dit DSRP, on a commencé avec DSRP, DSRP complet, SCAP. Aujourd'hui, on est au PND. Mais quand vous analysez, vous prenez, je demandais à quelqu'un, mais vous prenez un citoyen, le PND, c'est vrai. Il dit, ah oui, le PND, c'est le document de politique du gouvernement. Mais qu'est-ce que vous en savez, le PND? On a fait quelques petites caravanes. Mais j'ai dit, mais le PND, c'est comme le document de ceux qui gouvernent. Alors qu'un document de politique nationale doit être un outil qui est approprié par l'ensemble des citoyens. Donc ça veut dire que dans sa conception, dans son adoption, il faut ratisser large en termes de concertation et en termes de personnes ressources à impliquer dans l'élaboration de ces différents documents-là. Et mieux, il faut que le citoyen, même s'il n'est pas associé, il faut qu'il cherche à savoir ce qu'il y a dedans. Et qu'il cherche maintenant à suivre ce qui se fait. Est-ce que ce qui se fait est conforme à ce qui est même écrit dans ces documents de politique publique? Donc nous, à Winiga, nous disons que nous allons faire des analyses des différentes politiques sectorielles. D'abord, la politique globale, les politiques sectorielles, et préparer ce qu'on appelle des lettres politiques, qui sont des lettres interpellatives à l'endroit de l'autorité. Et donc, nous pensons qu'avec ça et avec d'autres mécanismes que nous appelons les cafés citoyens, qui sont des regroupements de citoyens pour débattre d'une thématique, les actions citoyennes, on a appelé projets d'action citoyenne, qui seront des activités à intérêt public que nous mènerons sur des sites publics et ainsi de suite. Et il y aura aussi des conférences et des ateliers de formation. Mais des mouvements qui, c'est vrai que ce que vous avez détaillé est noble, mais des mouvements qui naissent, qui ont des ambitions nobles, on en connaît beaucoup. Mais après, pour, dans les faits, mettre cela en branle, ça devient très difficile. C'est tributaire d'abord des moyens et autres. Est-ce que vous avez une base solide? Oui, c'est vrai que les mouvements qui naissent et finissent par s'étioler, j'en ai connu, j'ai même été dans 2 ou 3 mouvements, je crois, comme ça, où nous avons lancé des choses, mais après, ça s'est étiolé. Et c'est pour cela que pour le mouvement citoyen Winiga, nous voulons travailler sur ce que nous avons appelé la nouvelle pédagogie citoyenne et socio-économique. C'est un modèle que nous sommes en train de tester. Elle consiste à faire quoi? Elle consiste à amener le citoyen à se prendre en charge par lui-même. C'est vrai qu'on pourra solliciter des appuis à des guichets qui offrent ces appuis à des structures comme la nôtre qui travaillent sur la citoyenneté et le développement. Mais nous voulons d'abord compter sur nos propres forces. Et cela va provenir de quoi? De la mobilisation des ressources internes. C'est ce que nous disons aux gens. Vous ne pouvez pas vouloir faire la promotion de la citoyenneté nationale. Vous ne pouvez pas vouloir faire le patriotisme. Vous ne pouvez pas vouloir faire le panafricanisme. Vous ne pouvez pas vouloir vous développer en restant dans une posture d'assistant, d'assistanat permanent. J'ai l'habitude aussi de critiquer même la posture de certains pays africains, dont le nôtre, bien sûr.
quand vous prenez le PND, on vous dit que plus de 50%, 65% doivent venir du privé ou de l'extérieur, plus ou moins. Mais comment voulez-vous être souverain si votre document de politique nationale est financé à 65% par des fonds extérieurs? Il y a un problème. Il y a un problème. Et donc, les camarades, comme nous nous appelons au sein du mouvement, il n'y a pas de professeurs, il n'y a pas d'étudiants, on est des camarades. Les camarades qui acceptent adhérer, nous avons la charte du mouvement, nous avons la fiche d'information sur le mouvement. Et quand quelqu'un, un sympathisant est intéressé, nous lui donnons ces fiches et avec une grille de cotisation. Cette grille part des différentes catégories socio-professionnelles jusqu'à l'élève pour prendre en compte la notion de solidarité entre les citoyens. Il faut que le citoyen qui gagne plus puisse donner plus et que ça puisse aider à renforcer, à mener des actions qui vont bénéficier aux citoyens qui n'en ont pas forcément. Et c'est comme ça que nous comptons mobiliser d'abord les ressources. Et ensuite, nous avons dit que nous allons travailler sur le leadership social et le leadership économique. Ça veut dire que sur le plan social, nous allons lancer des formations. Nous allons lancer des formations et qui peuvent être aussi des sources de revenus pour le mouvement, pas que le mouvement est à but lucratif, non. C'est juste des formations auxquelles on peut demander des contributions pour louer le local, acheter le matériel de formation. Donc c'est amener une nouvelle culture du self-development au sein de la société togolaise. Amener une nouvelle culture parce que nous y croyons. Nous avons vu des cas de Togolais qui se sont mis à leur propre compte et qui ont réussi, sans forcément être du côté du pouvoir ou dans un parti politique. Mais ces petits modèles de succès, ces petits cas d'école, nous allons les mobiliser et pouvoir les diffuser. Et le dernier élément, c'est le travail sur le leadership économique. Et là, nous comptons beaucoup plus commencer par intéresser les responsables des entreprises à renforcer davantage la formation des jeunes entrepreneurs. C'est vrai qu'il y a déjà des créneaux qui sont là, mais quand on analyse, je lisais le rapport du Dune Business qui met le Togo plus ou moins en bonne posture, mais en termes de création. Mais quand on commence par analyser le taux de survie de ces jeunes entreprises créées, on se rend compte qu'il y a un problème. Moi-même, je suis un chef de micro-entreprise, je sais ce que c'est que créer une entreprise quand on n'a pas de ressources. J'ai passé pendant 3 ans, 4 ans à payer le fisc de pratiquement de ma poche. Mais si vous avez un jeune qui n'a pas ces ressources que nous avons, nous, en tant que peut-être déjà fonctionnaires, pour soutenir ces unités d'entrepreneuriat, ça devient très compliqué. Mais comment aider à ce que il y ait une émergence, il y ait une culture entrepreneuriale beaucoup plus poussée, pas seulement dans les milieux urbains, mais le développer dans le milieu rural. Et c'est sur ces leviers-là que nous allons travailler. Voilà, dernière question, vous répondez rapidement. Ça veut dire mouvement citoyen Winiga, tout le monde peut en être tout le monde peut être membre du mouvement citoyen Winiga, à condition qu'il laisse cette posture partisane quand il est au sein du mouvement. Le mouvement est ouvert à tous les citoyens togolais, mais quand vous arrivez, vraiment, c'est de façon objective et de façon convaincue que nous travaillons sur les domaines et avec la plus grande détermination de travailler sur la citoyenneté et les valeurs républicaine. On aura le temps de revenir éventuellement sur ce mouvement, les sujets concernant ce mouvement. Merci, professeur Perkouma Wala. Merci à vous et merci aux téléspectateurs et téléspectatrices de New World TV. Vous êtes le coordonnateur du mouvement citoyen Winiga. Voilà qui nous mène à la pause, le temps de suivre le journal et puis on passe à regard croisé.